Ça arrive au fur et à mesure de la session. Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour cette dernière journée des universités de la coordination en santé. Au programme aujourd'hui, 3 tables rondes, dont une ce matin, jusqu'à 10h30. Donc même principe qu'hier, c'est-à-dire que j'ai des intervenants de haute voltige, que la presse internationale nous envie, qui sont là sur cette tribune. À qui je vais poser des questions. Et puis, comme hier, l'idée, c'est qu'on interagisse avec vous dans la salle. Donc, si vous avez des questions, réservez-les. Vous pourrez tout à fait les poser. 10h30, une pause café qui sera la bienvenue. Et puis ensuite, à 11h, je crois que vous reprenez des ateliers. Et on se retrouvera à 14h pour d'autres sessions ici sur cette tribune. Voilà. Alors, de quoi parle-t-on ce matin? D'intersectorialité, levier pour la coordination des parcours. Je vais vous présenter les intervenants de la table ronde. On m'entend bien? Vous m'entendez bien? Oui. Qui sont Antoine Malone, tout à fait à droite, responsable du pôle Prospective Europe Internationale pour la FHF, Fédération Hospitalière de France. Le docteur Jean-Christophe Calme, tout de suite à ma droite, qui est président de l'URPS Médecins Libéraux d'Occitanie. Monsieur Gilbert Angard, qui est à ma gauche, président de l'Association nationale des villes pour le développement de la santé publique. Nicolas Villenay, qu'on remercie d'être là, puisqu'il a accepté l'invitation un peu au pied levé. On vous remercie, conseiller médical à la FEAP. Et puis Sylvie Alric Métayer, directrice du DAC 56, vice-présidente de la Fax Bretagne, qui va être mon invitée fil rouge ce matin sur cette table ronde. Et puis je vous passe tout de suite la parole, Madame Alric Métayer, pour un petit mot de préambule, parce que l'intersectorialité, finalement, de quoi est-ce qu'on parle? Oui, merci Sophie, bonjour à toutes et à tous. Peut-être que certaines notions que je vais évoquer là vont vous sembler redondantes, évidentes, mais néanmoins, il est peut-être important aujourd'hui de les repositionner parce qu'on se rend compte que finalement, excusez-moi, j'ai spoilé les intervenants d'après. Il est peut-être important de les reposer pour qu'on approche cette table ronde avec des éléments communs, une sémantique commune, voilà, qui nous permettra effectivement d'avancer dans ce qu'on envisage sur l'intersectorialité, et notamment comme un levier à l'amélioration des parcours. Donc, parce qu'il s'agit effectivement de ça. On a évoqué beaucoup de choses sur les 2 derniers jours, notamment sur les coopérations territoriales, notamment sur le faire ensemble, les articulations interprofessionnelles. Mais néanmoins, il ne s'agit peut-être pas de ça. C'est-à-dire que concrètement, effectivement, on est tous dans ce domaine de la santé, et quand on évoque l'intersectorialité des champs, il nous semble que ça se limite possiblement au champ social, au champ médico-social, au champ sanitaire, à peut-être une dichotomie aussi du monde libéral vis-à-vis du monde hospitalier, et alors bien que les choses aient évolué, aussi à une approche par le cure, c'est-à-dire par le traité. Mais effectivement, il ne s'agit pas exclusivement de ça. On arrive aujourd'hui à d'autres dimensions qui sont à prendre en considération. On peut évoquer l'éducation, la culture, le logement, le care, c'est-à-dire le niveau préventif de l'accompagnement dans le soin, la place et l'implication des élus locaux dans la santé, des politiques publiques, également aussi l'environnement, le côté citoyen acteur de sa santé et non plus usager ou ami bienveillant comme ça a pu être dit sur ces 2 derniers jours. Donc il s'agit bien là aujourd'hui d'avoir une approche plus globalisée tant au niveau des acteurs qu'au niveau des champs de prise en considération dans le domaine de la santé. On peut aussi rajouter la spiritualité, les champs culturels qui construisent finalement l'homme dans ce qu'il est, et donc effectivement le sujet en santé. Si on évoque l'intersectorialité, de quoi il s'agit finalement? Alors j'ai pris une définition qui a été proposée par la Fédération nationale de l'éducation à la santé lors de leurs assises nationales en 2019. Et encore une fois, effectivement, ça pose des bases concrètes de ce que ça peut être, à savoir des actions entreprises par d'autres secteurs que le champ de la santé, en collaboration ou pas avec les acteurs même de la santé. C'est-à-dire que l'action en santé peut être portée par des acteurs de santé, mais pas exclusivement. Donc ils peuvent y être associés ou pas. Enfin voilà, c'est une autre dimension, je dirais pas un changement de paradigme, mais c'est une autre dimension d'approche, de l'approche des besoins ou de la considération de la santé en tant que telle. L'action intersectorielle, elle est menée donc dans différents secteurs, différents domaines d'activité, on les a évoqués tout à l'heure, et c'est par ces différents types d'acteurs que forcément elle va avoir telle ou telle
configuration. Chaque acteur qui va proposer une action en santé va y mettre finalement de ce qu'il est, de son intervention, et va configurer une approche, une action, effectivement, empreinte de ce qui le nourrit. Qui dit intersectorialité évoque aussi à un moment donné une approche globale. Alors l'approche globale, elle n'est pas nouvelle, hein. Enfin, je ne vais pas remonter à très très longtemps, néanmoins 1986 sur la charte d'Ottawa, ça fait quand même quelques années. Charte d'Ottawa qui mettait en évidence la promotion de la santé comme un processus global, qui était aussi finalement moyen d'assurer un plus grand contrôle sur la santé de la personne accompagnée et donc de l'améliorer. Ensuite, pour beaucoup d'entre vous, il y a eu ce travail en réseau. Je ne parle pas travail de réseau, mais travail en réseau, c'est-à-dire en partenariat. La notion de parcours en 2013 qui est venue étayer aussi cette dimension de promotion de la santé et le principe d'intégration. Donc vous voyez qu'il y a des éléments qui ne sont pas récents, qui sont aujourd'hui comme une évidence, mais peut-être avec lesquels on ne parvient pas totalement encore à avoir cette approche intersectorielle. La logique de parcours, finalement, qu'on évoque en soutien, elle vient quand même proposer cette dimension d'un système de santé intégré dans le sens où on va être sur un continuum de services qui aille de la prévention au traitement et qui inclut, comme ce qu'on va voir lors de cette table ronde, une multitude d'acteurs. Le principe étant, ou les objectifs étant l'accès équitable à des soins de santé, on parle de soins de santé et pas des soins, hein, des accompagnements acceptables et efficaces, c'est-à-dire qu'à un moment donné aussi on a cette notion de justification de moyens à faire, et une réponse efficiente, c'est-à-dire que là aussi on est dans une économie de la santé. Et je ne parle pas gros sous, enfin voilà, c'est qu'à un moment donné nos actions doivent être cohérentes, doivent être complémentaires pour être efficaces au profit du citoyen. Et ce système de santé intégré, il va être, et on l'a évoqué aussi lors de ces 2 derniers jours, et il doit être à l'échelon le plus adapté pour avoir cette bonne réponse au bon endroit, au bon moment, par les bons acteurs. Donc finalement, on se rend compte qu'au-delà de la volonté à faire, il faut aussi cette volonté à se coordonner, à travailler ensemble pour apporter finalement les éléments qu'on a tous individuellement au profit du collectif. Donc finalement, partant de ce principe-là, on peut dire qu'on y va, quoi. Néanmoins, on se rend compte que, voilà, on n'y est pas tout à fait. Alors j'irai effectivement sur une modification des rapports. Hein. Enfin, c'est de qui, on évoquait les précarés hier, mais c'est de qui presque va lâcher un peu de son morceau pour aller vers l'autre, de qui va donner, de qui va aller se rencontrer. Donc on est bien sur des nouvelles modalités à faire, tant aussi finalement avec les politiques publiques, hein, nouvelles règles de contrôle et de responsabilité à poser. C'est la notion de bornage des missions, de reconnaissance des missions des uns et des autres. C'est finalement aussi peut-être le besoin, là pour le coup financier, mais pas seulement, d'accompagner par des moyens adaptés, adéquats, cette notion de temps à donner pour aller se connaître, se reconnaître et donc de travailler de manière efficace. C'est aussi cette notion à communiquer, à sensibiliser sur le moteur de nos actions, pourquoi on va vers ça. Il y a une espèce de cohérence, mais si on n'a pas tous cette cohérence, pas tous ce sens à travailler ensemble pour l'amélioration finalement citoyenne, on n'y sera pas. Et puis il y a aussi finalement, et on peut se le dire, l'ancrage de nos habitudes dans les différents secteurs. Où on se donne des impossibilités à faire, on a des compréhensions distinctes quelquefois des priorités qui sont données, et on a besoin aussi peut-être d'avoir une cohérence dans les politiques publiques. On verra effectivement comment ça peut évoluer de manière effectivement à ce que l'enjeu identifié, ce soit bien l'approche holistique de la personne. Voilà en liminaire moi ce que je voulais évoquer pour qu'on puisse effectivement partir de ce principe-là. Merci beaucoup Sylvie, vous intervenez quand vous le souhaitez au cours de cette table ronde. Merci infiniment. J'aimerais qu'on entende à présent Antoine Malone. Je rappelle que vous êtes responsable du pôle Prospective Europe Internationale à la Fédération hospitalière de France et vous allez nous présenter un modèle d'intégration clinique basé sur la responsabilité populationnelle. On va vraiment partir de quelque chose de très concret pour ouvrir cette table ronde. Ça s'appelle ACO. ACO pour, j'avais l'acronyme quelque part, voilà, Accountable Care Organization, c'est américain comme son nom l'indique, qui est actuellement testé dans 5 territoires en France comme étant projet pilote. Qu'est-ce que c'est ACO? Vous avez deux slides qui sont très explicatifs pour nous expliquer ça.
Merci Sophie et surtout merci Sylvie. Je pense que le sujet a été vraiment bien posé. On le voit à travers en fait cette pyramide, la nécessité de l'intersectorialité. Pardon. Donc, ce que cette pyramide montre, en fait, c'est la nécessité réelle et urgente de changer de perspective. C'est-à-dire qu'on voit bien, et disons, nous, hôpital public, effectivement, on a tendance, en fait, et nos systèmes de santé sont conçus essentiellement pour prendre en charge les gens qui viennent à l'hôpital, les gens qui sont malades, les gens qui viennent aux urgences, et ainsi de suite. Et on voit bien que là, ce qu'on vous montre là, en fait, c'est la population atteinte ou à risque de diabète en France. Et on voit que si on se concentre en fait uniquement sur cette pointe de pyramide, uniquement sur les aspects médicaux et réactifs, eh bien, tout simplement, il arrive ce qui arrive aujourd'hui, c'est qu'on n'y arrivera pas. C'est-à-dire qu'il y a une nécessité absolue, en fait, de redescendre, si on veut, dans notre approche de la pyramide pour dire, mais en fait, en vérité, il faut chercher à garder les gens en santé, donc essayer d'éviter d'abord qu'ils deviennent malades, et s'ils deviennent malades, chercher à les garder dans le meilleur état de santé possible, pour éviter tout simplement qu'ils ne montent dans la pyramide. Et donc, une fois qu'on entre là-dedans, on rejoint ce que Sylvie disait à l'instant. On voit bien qu'on a besoin de plus qu'un médecin, plus qu'un hôpital, plus qu'une infirmière, si on veut viser à garder les personnes en santé dans tout ce qu'ils ont en tant que personnes. La santé, c'est pas uniquement est-ce que je peux voir mon diabétologue le mardi, c'est bien sûr tout ce qui contribue, l'alimentation, l'activité physique, l'insertion dans la vie de la cité, ainsi de suite. Et donc ça veut dire, ça débouche en fait sur d'abord un constat qui est la nécessité de chacun, d'une implication de chacun dans le maintien en santé d'une population, et donc sa contrepartie, qui est en fait une responsabilité partagée dans le maintien en santé d'une population. C'est-à-dire que pour garder un individu ou une population en santé, eh bien, tous ont un rôle à jouer et tous partagent cette responsabilité. Et les ACO, donc, qui sont nés aux États-Unis, c'est venu de cette réalisation-là. C'est-à-dire que si on veut garder une population en santé, viser ce qu'on appelle aujourd'hui le quadruple objectif, c'est-à-dire l'idée de dire collectivement, il faut viser en même temps le maintien en santé de la population, en même temps la meilleure prise en charge pour chaque personne, en même temps la meilleure utilisation des ressources qui existent et en même temps le meilleur bien-être des soignants, eh bien, il faut travailler tous ensemble dans un système qui est très, très, très éclaté. C'est-à-dire qu'il y a des hôpitaux publics, privés, lucratifs, non lucratifs, il y a des médecins libéraux, salariés, etc. Il y a des associations, il y a des infirmières libérales, il y a des pharmaciens. Tout ça, c'est un système qui est très éclaté. Donc, comment est-ce qu'on fait pour faire travailler tous ces gens ensemble? C'est justement un peu le modèle de ACO, où on va avoir un ensemble d'acteurs de santé qui vont s'engager collectivement à l'égard du maintien en santé d'une population. Maintien en santé d'une population en termes sanitaires, mais aussi en termes de dépenses de santé, puisqu'on voit qu'un état de santé donné correspond aussi à une consommation de soins. C'est-à-dire qu'une personne qui est mal suivie, qu'on échappe, qu'on organise mal la sortie, son état de santé va se dégrader. Ce qu'on voit, c'est qu'on a amputé à peu près 12 000 personnes diabétiques l'année dernière en France. Ce sont des personnes qui, après, donc le résultat de santé pour elles est catastrophique, mais c'est des gens qui vont consommer aussi beaucoup plus de santé et de services pour très, très, très longtemps. Et donc, l'idée, c'est de dire, si on fait travailler tous ces gens ensemble, on est capable d'y arriver. Et c'est effectivement le modèle qu'on teste aujourd'hui dans 5 territoires pionniers en France. Est-ce que vous avez des premiers retours? Est-ce que ça marche? Réponse, oui. C'est-à-dire, c'est un modèle où on voit, pour répondre un peu à l'interrogation de Sylvie, qui est très vraie, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire travailler tous ces gens-là ensemble? Eh bien, il faut partir réellement des besoins de santé de la population et réellement, si on veut, des pratiques, en gros, cliniques qu'on veut mettre en place. Et c'est ce qui permet de réunir tout le monde. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des choses qui doivent être exécutées. Il faut savoir collectivement quels sont les besoins de santé de tel ou tel type de personne, ce qu'on voit dans la pyramide, et qu'est-ce qu'il faut faire collectivement pour garder cette personne en santé. Et c'est en partant de ça qu'on est capable, en fait, de faire travailler les gens ensemble. Donc, c'est vraiment des réunions de gens qui touchent à la population. Ce n'est pas des réunions institutionnelles, ARS, GHT, etc. C'est vraiment des médecins, des infirmières, des associations, des patients, des agents des collectivités, et on travaille ensemble en disant, OK, comment on avance là-dessus?
notre problème il est où? L'activité physique, comment est-ce qu'on l'organise? Les admissions, les relais, comment est-ce qu'on fait? Et c'est ça qui permet d'avancer très, très vite. Aujourd'hui, je dirais depuis janvier, dans nos 5 territoires pilotes, donc qui couvrent un peu plus d'1 million d'habitants, on travaille effectivement sur le diabète, l'insuffisance cardiaque. Près de 300 actions de dépistage, 4000 personnes dépistées. On est à plus de 2000 patients qui sont inclus et suivis donc dans chacune des strates de cette pyramide. Donc, quand on dit suivi, c'est collectivement. C'est notre patient à tous et on s'organise tous pour bien le faire. Donc, on voit que le modèle fonctionne bien aujourd'hui. Il y a un enthousiasme très fort et complète idéalement, en fait, les missions des CPTS. Et on voit qu'on réécrit à la fois des projets d'établissement et des projets de CPTS et des contrats de locaux de santé pour dire, mais tout ça, en fait, en vérité, on tire dans le même sens et on produit du résultat. Qu'est-ce que ce modèle ACO change concrètement pour les professionnels de santé? Bien, déjà, ça facilite énormément le travail pour tout le monde au quotidien, puisqu'on est sur des parcours, des protocoles, des réflexes, des coups de fil, des lignes de communication qui sont établis, qui sont stables. Quand on est face à une personne où on ne sait pas trop qu'elle sait, là, on sait tout de suite, s'il a telle ou telle chose, voilà où on l'envoie, voilà qui on appelle, voilà où on l'embarque, voilà l'association qui le suit derrière. Et donc, ça facilite énormément la gestion au quotidien. Et on voit même, par exemple, dans les territoires qui sont les plus avancés, ça facilite même grandement la qualité de vie, par exemple, à l'hôpital, puisqu'on va développer énormément les hospitalisations programmées. On voit bien que certaines personnes, on sait quand ils sont vus par leur médecin généraliste, bien, s'il y a ça, ça et ça, tout de suite, on déclenche derrière un hôpital de jour pour faire un bilan complet. Et ça facilite, bien sûr, la qualité de vie au travail, puisque c'est beaucoup plus facile d'accueillir un patient le mardi à 14 h dans rendez-vous que de l'accueillir aux urgences dans une situation catastrophique. Et là, il faut tout désorganiser. Donc, on voit que ça a un impact, effectivement, sur la qualité de travail de chacun. On va faire réagir le Dr Kalm sur ce modèle dans un instant, mais ça a l'air d'être un modèle fantastique et extraordinaire. Donc, qu'est-ce qu'on attend pour mettre ça en place partout? Quels sont peut-être les critères de base pour organiser le modèle ACO? Bien, c'est-à-dire, le critère de base, c'est qu'il faut déjà qu'il y ait une volonté, je pense, des acteurs du territoire de travailler ensemble. C'est un modèle qui fait ressortir l'interdépendance de chacun. C'est-à-dire, c'est pas, disons, l'hôpital ne peut pas survivre sans la ville et vice-versa. C'est un modèle où il faut réaliser, et je dis sans la ville, mais au sens large, c'est-à-dire que ne peut pas survivre sans tous les acteurs de santé et vice-versa. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça repose quand même sur l'application systématique des meilleures pratiques cliniques. Et donc ça, il faut disposer de ça. C'est-à-dire qu'il faut déjà dire, OK, est-ce qu'on est d'accord que pour tel type de patient, c'est ça et ça qu'il faut faire? Pour après avoir, ce qui est vraiment intéressant dans la discussion, c'est pas quel médicament on doit donner pour quel type de patient, mais bien comment on s'organise systématiquement tous ensemble pour que ce soit fait. Et donc ça, cette nécessité quand même d'avoir des standards qui sont reconnus, qui sont acceptés, qui sont facilement exécutables par tous, puisque l'enjeu, c'est aussi de s'assurer que peu importe où va le patient, il va avoir le même niveau de qualité, le même niveau de... Et donc, ça veut dire qu'il faut avoir aussi des outils qui soient utilisables par énormément d'acteurs de santé. On voit qu'on fait monter en charge beaucoup les pharmaciens, les infirmières, les aides-soignants, etc. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir des choses qui soient compréhensibles, utilisables et en fait, faites vraiment pour eux. Le but, c'est vraiment ça. Donc, on ne peut pas pour l'instant le dupliquer ACO sur l'ensemble du territoire. C'est-à-dire, sur le diabète et l'insuffisance cardiaque, si on a tout le matériel qu'il faut, c'est-à-dire on est capable de produire cette pyramide, on peut la projeter sur 132 territoires de santé en France, on peut sortir tout ce qui est nécessaire. Les recommandations, forcément, sont nationales, puisque une fois que la Société savante dit c'est tel médicament, on ne va pas changer. Donc, ça, on peut le faire. Après, bien sûr, des travaux, par exemple, sur les personnes âgées, ce serait quelque chose qui serait extrêmement intéressant de lancer et de construire pour reproduire un peu la même approche, mais là, pas une approche, disons, par pathologie, mais plutôt par groupe de population. Donc, ça, c'est des choses... qui sont en projet? C'est quelque chose tout à fait, oui, tout à fait. Ouais. Merci, Antoine Malone. Dr Kalm, ACO, qu'est-ce que vous en pensez? En tant que médecin, quelle est la place du médecin dans cette intersectorialité des parcours? Alors, c'est très intéressant, les ACO, hein, mais c'est quelque chose qui est décliné
un petit peu verticalement, je dirais. En fait, l'idée, mais c'est ce que vous disiez, l'idée c'est bien que l'intersectorialité, finalement, c'est la rencontre des étages du secteur de la santé, et en l'occurrence de la proximité et de l'expertise. Je crois que tout est là. Si on veut mieux soigner, il faut absolument qu'il y ait un dialogue qui s'installe entre le terrain, parce que le terrain, finalement, c'est la connaissance de l'individu dans son milieu, dans son environnement, dans son travail. Et ça, c'est quelque chose que l'expert n'a pas forcément. Ouais. Et donc, la déclinaison d'un modèle d'expertise que vous portez sur le terrain nécessite absolument l'intervention des équipes de terrain. Oui. Donc, le lien est fort avec les organisations de proximité, que sont les ESS, les ESP, les MSP et les CPTS. Je crois que vous avez déjà abordé ces sujets. Mais là, on est en plein dans le rôle des communautés professionnelles territoriales de santé, dont la vocation est de porter ces parcours-là. Et alors, vous avez cité l'exemple de la CO et du diabète. Il y a beaucoup d'autres exemples qui montrent l'importance de l'intersectorialité, parce que l'intersectorialité, effectivement, et comme vous l'avez dit, ça va au-delà du soin. Ça va sur beaucoup de domaines. Alors, vous avez dit beaucoup de choses tout à l'heure, Madame Alec Métayer, sur les déterminants sociaux, en fait. Hein. Et finalement, on rejoint la thématique des inégalités sociales de santé, où on s'aperçoit que, quel que soit l'argent qu'on investit sur le soin, et vous parliez tout à l'heure du diabétique compliqué, à qui on coupe la jambe, quel que soit l'argent qu'on investit sur le soin, si on n'agit pas en amont, c'est-à-dire à la fois au niveau préventif, mais aussi au niveau social, mais aussi au niveau éducatif, on a des résultats de santé qui ne sont pas bons. Et l'optique de travail des CPTS, en fait, c'est d'agir sur tous les niveaux et d'essayer d'agir sur tous ces niveaux. Alors moi j'aime bien les exemples parce que ça permet de visualiser. Donc moi je suis médecin généraliste à Frontignan, je fais partie d'une MSP et d'une CPTS. Et dans notre CPTS, on porte un parcours sur les violences intrafamiliales. Et j'aime bien ce modèle-là parce qu'il permet de voir un peu tout ce qui se passe. Il y a d'abord l'aspect préventif, c'est-à-dire qu'on va parler dans les écoles de ce qui peut se passer dans les familles. Ça permet de un petit peu imprégner déjà les gens sur le sujet. Ensuite, il y a un volet de formation. Il faut savoir que les professionnels de santé, dont je fais partie, moi je ne savais pas tout ce qu'il y avait à savoir sur les violences intrafamiliales. Donc j'ai appris beaucoup. Ensuite, il y a le volet prise en charge. Comment on fait pour prendre un patient en charge? Et là, c'est le médical qui prend en charge. C'est le médical qui va voir, faire le constat, etc., qui va ensuite se tourner vers le judiciaire, parce qu'il faut qu'il y ait une expertise, et qui après va se tourner vers le social, parce qu'il faut la prise en charge des familles concernées. Donc on voit bien que s'il n'y a pas de lien au niveau du territoire entre la prévention, l'éducation, le médical, le social et le judiciaire, ça ne va pas marcher. Et ça, c'est un exemple typique de ce que peut apporter l'intersectorialité en termes de résultats. C'est pour ça que je pense qu'il est vraiment important d'investir sur ces thématiques et d'investir sur les soins primaires. Moi, je suis très attentif à ce qui se passe en France. Et ce qui se passe, ça veut dire aussi ce qui est investi au niveau des soins primaires. Et je suis un petit peu dubitatif, et là je fais un petit zoom arrière sur la politique nationale et sur les chiffres de l'OCDE que vous devez connaître, M. Mellon. Lorsqu'on regarde l'argent qui est investi en France sur les soins primaires, c'est-à-dire sur la base, sur ce qui se passe au plus près du terrain, on s'aperçoit que par rapport à la moyenne des pays de l'OCDE, il y a 70 pays quand même, on est 5 points de PIB en dessous. Alors ça ne dit pas grand-chose comme ça, mais en gros c'est 10 milliards d'euros par an de moins d'investissement sur les soins primaires que les autres pays de l'OCDE. 10 milliards d'euros, c'est beaucoup d'argent et ça permettrait de beaucoup mieux s'organiser et de beaucoup mieux agir. Je pense que c'est important de le dire parce que ça fait partie aussi des raisonnements à avoir. Donc il faut investir sur les soins primaires, il faut investir sur ces dispositifs qui vont permettre d'amener du mieux. Et évidemment, ces dispositifs, ils se construisent avec les soignants, mais aussi avec les patients, mais aussi avec les élus, et Gilbert Angar est là pour en parler. Oui. Ça fait tout à fait partie de l'approche intersectorielle. Il y a un point sur lequel j'aimerais vous faire réagir. Monsieur Malone disait à l'instant que la clé de la réussite, c'est quand même de comprendre qu'il faut garder les gens en santé. Alors oui, ça c'est quelque chose aussi qui est important. On vit aujourd'hui 2 révolutions. Il y a une révolution démographique qui est celle du vieillissement de la population. On sait qu'en 2050, il y aura, je crois, 20 millions de patients de plus de 70 ans. C'est absolument énorme. Et cette mutation démographique entraîne ce qu'on appelle une transition épidémiologique. Ça veut dire qu'on passe d'une prise en charge du patient aigu pour un problème aigu à l'hôpital à une prise en charge de patients chroniques, atteints de maladies chroniques. Donc on a parlé du diabète, on peut parler du cancer, on peut parler des maladies dégénératives,
qui va se faire à domicile. Parce que les gens, ils ont envie de ça. Ils ont envie d'être pris en charge à domicile. Et donc, c'est absolument essentiel. On l'a vu hier dans le cas qui a été exposé. Merci, Dr Kahn. Je voudrais effectivement qu'on donne la parole à Gilbert Angard, qui est donc président de l'Association nationale des villes pour le développement de la santé publique, élu Santé publique et territoire, ESPT, et adjoint au maire d'Albi en charge de la santé. Vous êtes un ancien directeur d'hôpital, vous êtes donc un homme de terrain, et c'est à ce titre qu'on a sollicité votre retour d'expérience. Ouais, il faut me le faire marcher. Si on... Pour être élu, je ne suis pas doué. Pas élu au micro. Hein, voilà. Sinon, je pars. Si on prend la définition de la santé telle communément acquise aujourd'hui, acceptée, la santé de l'individu, on dit qu'elle est conditionnée par des déterminants de santé qui sont à la fois conditions et hygiène de vie, niveau d'éducation, etc. Et là-dessus, précisément, les villes peuvent intervenir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement et précisément quelles sont les missions de l'ESPT ? Alors, donc, je suis président de l'association Élus Santé publique et Territoire, qui regroupe un certain nombre d'élus locaux en charge de la santé. Et je suis par ailleurs maire adjoint d'Albi en charge de la santé. Et éventuellement, j'étais directeur d'hôpital psychiatrique. Donc la schizophrénie, je connais. Donc là, je vais vous parler un petit peu de mon expérience en tant que directeur, que adjoint au maire et que président de SPT. Je crois qu'à la base, il y a une croyance, c'est la croyance dans la définition de la santé telle qu'elle est dans le préambule de la Constitution de l'OMS, c'est-à-dire la santé, un état complet de bien-être physique, mental et social. Et quand on dit ça, ça montre bien que la santé, c'est vraiment un spectre très large et que forcément, il y aura de l'intersectorialité. On ne peut pas faire autrement. Alors, vous savez qu'il y a des détracteurs de cette définition qui disent c'est la définition du bonheur. Bon, ben, pourquoi pas, mais en tout cas, nous croyons que la santé, c'est vraiment quelque chose qui touche à tous les champs, en tout cas à tous les champs d'action d'une municipalité. Et la deuxième croyance, c'est que la santé est liée aux déterminants de santé. Les déterminants de santé, c'est ce qui conditionne la santé de chaque individu, qui fait que vous et moi, on n'est pas dans le même état de santé. Il y a la génétique, il y a les conditions de vie, etc., etc. Et sur ces déterminants, sur un certain nombre de déterminants, on peut faire des choses. On peut faire des choses, l'éducation sanitaire, les dispositifs de soins, etc., etc. Et donc, à partir de là, les communes, les agglomérations ont travaillé sur que faire en santé. Alors, je vais vous donner l'exemple d'Albi, qui est plus simple, puisque c'est celui que je connais le plus, avec l'optique intersectorialité. En 2013, j'étais directeur d'hôpital psychiatrique, dont d'ailleurs il y a un illustre administrateur qui est là, le professeur Pingot, et nous avons décidé sur la santé mentale de créer un conseil local de santé mentale, parce que traiter un malade psychiatrique, l'hôpital fait l'aigu, et puis il y a le reste. Le reste, le médico-social, la ville, etc. Et on avait des gens qui étaient soignés à l'hôpital et puis qui étaient en errance un peu dans la ville. Alors évidemment, au bout d'un moment, revenaient à l'hôpital. Et donc nous avons travaillé, nous avons réuni donc le maire de l'époque, qui est toujours le maire d'ailleurs actuel, et moi-même en tant que directeur d'hôpital, nous avons monté un conseil local de santé mentale où toutes les parties étaient là. Il y avait la police, il y avait l'éducation nationale, il y avait les GEM, le médico-social, l'hôpital psychiatrique, évidemment, les représentants des usagers, etc. Et on a travaillé sur un certain nombre de choses. Moi, ce dont je suis le plus fier, c'est qu'on a créé, par exemple, une résidence accueil pour des patients qui étaient stabilisés sur le plan psychiatrique, mais qui n'avaient pas une autonomie suffisante pour vivre seuls en ville. Donc on a créé une résidence accueil qui fonctionne actuellement et qui a une douzaine ou une quinzaine d'anciens patients qui sont suivis un petit peu en hôpital de jour ou en CMP, mais qui, le reste du temps, sont dans leur autonomie, avec une conseillère sociale et familiale qui les suit un peu.
lorsque nous avons fait ça, nous nous sommes rendus compte que les patients qui avaient des problèmes psychiatriques, ils avaient aussi des problèmes somatiques. Et donc, on a voulu aller plus loin. Et en 2018, nous avons signé avec l'État, avec l'Agence régionale de santé, un contrat local de santé. Alors, un contrat local de santé, c'est un partenariat dans lequel la ville s'engage à mettre en œuvre les axes du programme régional de santé. Donc sur Albi, on en a 4, la santé mentale, la santé des jeunes, la santé des personnes âgées et l'accès aux soins pour les personnes qui sont éloignées du soin. Et donc ça a permis de travailler avec les partenaires habituels, que sont les hôpitaux, les cliniques, les établissements médico-sociaux, les associations d'usagers, les usagers eux-mêmes, pour monter des programmes. Et on s'est rendu compte dans ces CLS que finalement, les acteurs ne se connaissaient pas et ne faisaient pas faisaient certains à peu près la même chose sur des publics un peu différents et qui avaient des trous dans la raquette. C'est-à-dire il y a des choses qu'on faisait très bien, même 2 fois, 3 fois, et puis il y a d'autres choses qu'on ne faisait pas correctement. Et donc ça a permis de travailler à mieux se connaître, à avoir des réseaux. Et moi, j'utilise un terme, alors je ne sais pas s'il est très, très correct, et comme il y a des universitaires ici, j'ai un petit peu honte à le prononcer, c'est l'écosystème des acteurs. C'est-à-dire des acteurs qui se connaissent, qui travaillent ensemble et qui réagissent ensemble. Pour vous donner un exemple, et ma directrice de service santé est là-haut, nous avons créé un groupement d'associations qui s'appelle Trait d'Union pour lutter contre l'isolement des personnes âgées. Vous savez que dans les périodes de canicule, par exemple, il est important de s'assurer que les personnes âgées à domicile s'hydratent bien, n'ont pas de problèmes liés à la chaleur. Et donc, un certain nombre d'associations qui faisaient chacune qui avaient leur population, etc., se sont associés et ont créé ce dispositif qui s'appelle Trait d'Union. Et donc, sur les 4 domaines, donc santé des jeunes, santé des personnes âgées, accès aux soins et santé mentale, nous avons pu mettre en relation des associations. Alors, la ville, elle fait que mettre à disposition des salles, envoyer des convocations. Enfin, on n'est pas des gens hyper intelligents, enfin, on est des gens de terrain, on mouille la chemise. Et en fait, ceux qui travaillent, c'est les acteurs. Nous, on les met en relation, on essaie de faire agir faire des synergies entre acteurs. Et la 3e phase, donc voilà, donc j'étais tranquillement directeur d'hôpital psychiatrique, et puis le maire est venu me chercher en me disant Gilbert Angard, c'est bien tout ce que vous faites, venez avec moi dans l'aventure municipale. Bon, là, je ne savais pas où j'allais, maintenant je le sais. Alors je ne regrette pas complètement, mais je me dis c'est vraiment du boulot. Et si vous êtes sollicité, réfléchissez avant d'y aller. Mais en tout cas, c'est passionnant. On y passe notre vie, d'ailleurs, avec Sandrine qui est là. Des fois, on s'appelle tard dans le soir. Et je me suis rendu compte que dans un conseil municipal, on a chacun des délégations. Il y a le délégué à l'urbanisme, le délégué au sport, etc., etc. Et on s'ignorait. Or, la santé, elle est dans toutes les politiques. Par exemple, on a mis en place une maison sport-santé sur Albi. C'est du travail que l'on a fait conjointement avec l'adjoint au sport. On lance un programme nutrition. Vous savez qu'il y a le PNNS, le Programme National Nutrition Santé. Eh bien, on le lance avec l'adjointe qui est en charge de l'alimentation. Évidemment, aujourd'hui, après le Covid, la santé environnementale prend une dimension énorme.
Donc on est en train de travailler sur les perturbateurs endocriniens. On va le faire avec l'adjoint au maire qui est chargé de l'environnement et du développement durable. Et donc on est en train de travailler à ça. Alors moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que pour beaucoup de mes collègues, c'était pas évident la santé, le concept de santé. Un jour, j'ai eu le malheur de dire en conseil municipal, il faudrait travailler sur l'universalisme proportionné. Ils se sont demandé si j'étais un peu fou, si j'étais pédant. Ils racontent quoi, hein? Or, on sait qu'une des bases dans la santé publique, c'est l'inégalité d'accès aux soins et aux dispositifs de santé, et qu'il faut essayer de toucher les publics de façon différente en fonction des inégalités, en fonction de l'acceptabilité des populations, etc. Eh bien, ça, c'était des choses dont on n'avait pas conscience. Donc, moi, en conseil municipal, je suis celui qui l'ouvre en permanence. Alors, des fois, ça agace mes collègues, mais c'est un peu ça le rôle d'un adjoint à la santé. Gilbert Angard, vous nous l'avez dit, les villes n'ont pas vraiment de mission obligatoire en santé. Celles qui souhaitent développer des compétences, c'est sur la base du volontariat. C'est le cas d'Albi, vous nous l'avez exposé. Est-ce que vous diriez que les villes doivent davantage développer leur politique de santé publique ? Alors, c'est clair qu'il y a la période post-Covid, c'est clair. Il y a d'ailleurs un ministre, je crois, qui est chargé de la transition et des relations avec les collectivités. Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer que l'État seul gère la santé publique. Aujourd'hui, les régions, le département, je crois que hier, mon excellent collègue Étienne Moulin, qui est conseiller départemental en charge de la santé et en plus président du Conseil de l'Ordre des médecins, a dû intervenir. Nous travaillons ensemble. Et c'est un partenariat. En tout cas, là, il y a une intersectorialité politique entre les collectivités. Alors, c'est pas évident, parce qu'il faut faire attention. Il y a les sensibilités politiques et puis il y a les domaines de compétences. Aujourd'hui, le droit à la santé est garanti par la Constitution française, donc c'est l'État qui devrait tout mener. On a vu, avec la crise du Covid, qu'ils n'y arrivaient pas. Il a fallu qu'on mouille notre chemise, et je peux vous dire, et Sandrine pourrait vous le dire, qu'on a passé du temps à créer ce fameux centre de santé pour les Albigeois qui étaient au parc des expositions. On a mouillé la chemise, et heureusement qu'on a eu cet écosystème d'acteurs de santé, de médecins libéraux, Bernard Champanet, que je cite beaucoup, qui est le précurseur de la CPTS d'Albi, a beaucoup mouillé sa chemise. On s'appelait, on dit, bon, allez, qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a pas assez de doses, comment tu fais, etc., etc. C'était des acteurs locaux qui ont fait en sorte que ça marche. Et donc je pense qu'aujourd'hui, et c'est le plaidoyer qu'on va tenir auprès de Madame Agnès Firmin-Baudot, la nouvelle ministre auprès de François Braun, qui est en charge de ces choses-là, il faut que les collectivités locales interviennent. Merci Gilbert Angard, on reviendra vers vous tout à l'heure. Je voudrais passer la parole à Nicolas Villenay, conseiller médical à la FEAP. Alors vous avez, la FEAP, Fédération nationale hospitalière des établissements privés à but non lucratif. Vous avez cette approche conventionnelle avec une vision des champs assez divers. Vous apportez donc cette vision transversale. Comment est-ce que le conventionnel aussi vient soutenir cette intersectorialité? Et finalement, dites-nous, comment se situe la FEAP dans ce paysage? Merci, bonjour à tous. Il est vrai, on ne peut pas déconnecter nos travaux actuels de l'université avec ce qui se passe au niveau national, et notamment sur le constat que nous partageons tous, que peut-être nous arrivons au bout d'un modèle concernant notre système de santé, son financement, son organisation. Et à la FEAP, nous sommes convaincus que les DAC, tous les dispositifs d'appui à la coordination sous leurs différentes formes, seront et sont un élément majeur qui participeront à la refonte de notre système de santé. Et pour permettre aux DAC que vous êtes d'assurer ce rôle très important, moins hospitalo-centré, plus dans le parcours, il est très important que vous puissiez avoir une organisation, une structuration qui vous permette de mener à bien ces missions. On le voit bien, il y a un défaut d'attractivité qu'on soit sur notre,
dans les établissements, au niveau premier recours et au niveau des dispositifs d'appui. Il y a une difficulté dans la reconnaissance des métiers que vous exercez, puisque vous êtes issu finalement du conglomérat d'organisations historiques, avec une structure très récente qui a quelques mois seulement dans la création des DAC. Et comme je le disais, pour autant, on va vous demander, au niveau des DAC, de contribuer à fluidifier le système de santé, à l'organiser, puisque c'est faire du lien entre les différents secteurs au niveau de notre système de santé. Eh bien, au niveau de la FEAP, cette approche conventionnelle, en fait, elle va se faire donc au niveau national, puisque notre rôle, c'est déjà de s'assurer que toutes les mesures de valorisation des salaires qui sont octroyées au niveau public puissent être également appliquées dans le milieu du privé solidaire. Et donc, c'est par exemple la revalorisation du point d'indice. C'est également dans le travail de création de la convention collective unique étendue de pouvoir reconnaître les différents métiers dans l'appui à la coordination au niveau des DAC, puisque aujourd'hui vous êtes d'univers différents, vous assurez des missions protéiformes, et l'idée c'est de pouvoir vous donner, de faire reconnaître les différents statuts, les différents métiers au sein de ces dispositifs pour ensuite vous-même avoir des parcours de vie professionnelle cohérents avec une reconnaissance de votre expérience, car rien de mieux que d'être organisé soi-même, d'être structuré soi-même pour ensuite avoir la prétention de vouloir améliorer l'organisation et la structuration sur les territoires. Donc c'est l'ambition et c'est cette approche que la FEAP a avec ses adhérents, déjà adhérents des dispositifs qui sont déjà adhérentes, mais également en partenariat étroit avec eh bien, la fédération, la FACS, qui organise cette convention, cette université d'été, pardon, j'ai que ce mot-là à la bouche de convention, cette université d'été, et notre souhait, à partir de ce constat et à partir de ce qui sera attendu de nous dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, eh bien, c'est de travailler très étroitement pour mieux faire reconnaître votre travail et mieux défendre nos intérêts au niveau national et régional. Alors justement et concrètement, comment est-ce que la FEAP appuie les acteurs de terrain dans l'exercice de la coordination ? Eh bien, comme je l'ai abordé rapidement, mais au niveau national, puisque la FEAP, c'est une fédération nationale, nous avons un travail quotidien, hebdomadaire, avec les cabinets ministériels et avec les différentes directions générales, pour s'assurer qu'à chaque fois qu'il y a une mesure qui est décidée, pour le public en général, puisqu'on reste très orienté service public, eh bien que ces mesures soient bien appliquées pour l'ensemble des professionnels des structures privées solidaires et en particulier et aussi des dispositifs d'appui à la coordination. J'ai parlé de la nécessité que tout le monde soit payé au même tarif à partir du moment où on assure les mêmes missions, mais également au niveau des mesures exceptionnelles comme les mesures type Ségur, eh bien que ça soit bien répercuté pas seulement dans le sanitaire, mais également dans le médico-social, au niveau de l'autonomie, mais également au niveau des dispositifs d'appui. Au niveau plutôt territorial, la FEAP, comme vous le savez, nous avons un peu plus de 5000 établissements qui sont aussi bien dans le sanitaire, dans le médico-social que dans le sanitaire. Eh bien, c'est d'être présent et d'être acteur, soit en tant que pilote, soit en tant que contributeur des différents parcours sur les territoires. Et l'appui régional pour ces structures au niveau des territoires, c'est de faire du retour d'expérience, de donner des guides, de transmettre des guides à partir de territoires qui sont plus en avance que d'autres, par exemple dans la maturité d'un parcours sur la prise en charge d'une maladie chronique ou d'une rupture de parcours en lien avec l'âge ou la perte d'autonomie. Merci, Monsieur Villeneuve. Je voudrais faire rebondir Monsieur Malone. Allez-y, je vous en prie, vous voulez dire quelque chose ? Oui, merci. En fait, pour rebondir rapidement sur 2 points que j'ai trouvé super intéressants, ce que disait Dr Calme un peu auparavant, sur effectivement l'idée de dire si on veut être bon, on ne peut pas tout faire de Paris et ça doit être très proche du terrain et très adapté au local. Et c'est très vrai. C'est-à-dire qu'effectivement, pour être efficace en termes de résultats de santé sur une population, on doit adapter l'action à la réalité de cette population-là. Et effectivement, ce qu'on voit, si on veut,
Ce qu'on déploie, donc, c'est bien 5 territoires avec une méthodologie commune de conduite de projet, des recommandations communes, puisqu'elles viennent des sociétés savantes. Donc, du point de vue médical, par exemple, les facteurs de risque du diabète sont toujours les mêmes. Et ça, heureusement. On ne voudrait pas dire, nous, parce que, bon. En revanche, les populations ne sont pas les mêmes et les organisations ne sont pas les mêmes. Donc, ce qu'on voit sur le terrain, là, j'ai 2 exemples qui viennent en tête. Par exemple, en Haute-Saône, où ils ont une population particulière, sur le repérage de populations particulièrement à risque ou de personnes particulièrement à risque, ils vont travailler beaucoup avec l'Association des gens du voyage. En Haute-Saône, il semblerait que les gens du voyage, ce soit vraiment quelque chose, et évidemment, une population très risquée, comme vous pouvez l'imaginer. Et ils travaillent aussi beaucoup avec le Club Rotary, qui est là-bas un acteur important. Bon. Dans le Douaisis, la situation n'est pas la même. Là, on est dans un coin beaucoup plus urbain, avec des quartiers prioritaires politiques de la ville, donc c'est toute autre population. Et là, ce qu'ils ont développé, par exemple, c'est la notion de citoyen ambassadeur, où ils se sont dit, mais si on envoie un professeur dans un quartier, voir un médecin dans un quartier pour faire la leçon sur prévention, message de santé publique, ça ne passera pas. Et donc, ils ont carrément formé des habitants des quartiers à relayer et, entre guillemets, ils les lâchent dans la nature, en disant, écoutez, c'est vous qui savez, dans tel immeuble, ça ne se passe pas bien, ou dans tel, ou telle personne peut être un relais d'influence ou de passer des messages. Et bien sûr, derrière, ces personnes sont en lien avec, si on veut, l'organisation de responsabilité populationnelle, où ils disent, j'ai repéré tel ou tel, est-ce qu'on ne pourrait pas déclencher une visite chez son médecin, chez un médecin, est-ce qu'on ne peut pas déclencher? Bon. Ce qui amène à l'autre point qui était évoqué par M. Angard, qui est effectivement, pour être bon, il faut s'appuyer sur les compétences de tous, donc ça nécessite énormément d'acteurs d'horizons divers. Et de fait, énormément de gens s'intéressent à la santé, je dis de gens, mais d'organisations, et à la prévention en général. Donc, les établissements font de la prévention, bien sûr, les CPTS font de la prévention, les collectivités maintenant font de la prévention, les mutualités font des préventions, les associations font des préventions, vous avez des réseaux qui font de la prévention, énormément de gens en font. L'assurance maladie fait de la prévention, les caisses primaires, ils ont des programmes, les complémentaires font de la prévention, donc tout le monde travaille, et tous ces gens-là travaillent bien, hein, c'est-à-dire qu'ils ont des journées occupées, ils travaillent beaucoup, mais ce qu'on voit à la fin, c'est qu'en termes systémiques, les résultats ne sont pas bons. C'est-à-dire que, très clairement, en France, on n'est pas bon en prévention, on n'est pas très bon en maintien en santé, et il y a des très fortes inégalités sociales de santé. Qu'est-ce qui pêche alors? Ce qui pêche, c'est que le fait, à un moment donné, c'est comme si tout le monde pédalait très fort dans son couloir. Ouais. Et ce qu'il faut, c'est de dire, mais on va mettre tous ces gens-là, pas sur un tandem, ce serait un peu petit, mais en gros, c'est de dire, OK, tous ces moyens-là qu'on met aujourd'hui, par exemple, on sait, disons souvent, à l'hôpital, on pêche sur tout ce qui est activité physique adaptée, etc. On ne va pas développer un réseau d'activité physique à l'hôpital, c'est ridicule. En fait, ces choses-là existent déjà. Et pareil, et donc là, c'est effectivement un travail de connaissance du territoire. Et là, les collectivités ont un rôle très important à jouer, parce qu'ils connaissent aussi tout le monde. Oui. Mais ce travail-là de dire, OK, est-ce qu'on se met tous d'accord que sur tel type de... Là, on tire tous dans la même direction, et là, on va avoir des résultats systémiques importants. On va faire réagir le Dr Clam dans un instant, mais M. Villeneuve, vous demandiez la parole. Oui, par rapport à ce qui est décrit en termes d'organisation, il ne faut pas oublier l'impact très fort sur l'attractivité que cela a, y compris pour les professionnels de santé. En général, sur les territoires, il y a de très fortes inégalités de santé. Ce sont les territoires où les systèmes sont peut-être les moins bien organisés, mais pas toujours, et où la difficulté de recrutement est la plus importante. Ce qui est certain, c'est qu'il est constaté qu'à partir du moment où il y a une forte coordination des acteurs entre eux, qu'il y a ces programmes qui sont structurés, eh bien, il est d'autant plus aisé et facile de recruter des professionnels de santé, y compris les professions les plus en déficit. Alors, je pense bien sûr aux médecins, mais pas que, puisque, comme cela a été dit, la prévention qui fait intervenir un ensemble très divers de professionnels repose en partie sur les médecins, mais j'ai envie de dire, même à la marge sur les médecins. Il repose avant tout sur tout un éventail de professionnels. Et mon point est le suivant, c'est qu'en étant organisé, en étant coordonné, eh bien, un territoire qui s'est doté d'un chef de file est un territoire qui est sexy, qui attire, indépendamment des caractéristiques du territoire d'un point de vue touristique.
Docteur Kahn, je vais vous faire réagir à ce que disait M. Malone à un instant. Est-ce que c'est ça aussi le problème, qu'on pédale tous, chacun de notre côté, très fort, mais chacun de notre côté? C'est tout à fait ça. Vous l'avez très bien dit, M. Malone. En fait, on en revient à l'histoire des inégalités sociales de santé. On sait que, quel que soit l'investissement qu'on met sur le soin d'un patient malade, on ne va pas rattraper le retard pris dès le départ. Et que donc les déterminants sociaux dont on parlait sont essentiels à prendre en charge le plus tôt possible si on veut améliorer le système de soins. Moi, j'ai l'impression de bien soigner, j'ai l'impression de bien faire mon boulot. La France dépense, alors en 2020 c'était 12,4% du PIB, mais en moyenne c'est plutôt 11% du PIB pour ces produits santé. C'est quand même 350 milliards d'euros de dépensés. Hein. Et pourtant, on n'est pas terrible, et vous l'avez dit, M. Malone, en termes de résultats sur l'état de santé de la population. Donc, si je fais bien mon boulot et si nous faisons tous bien notre boulot, qu'est-ce qui se passe? Je pense que ce qui se passe, c'est qu'effectivement, on a complètement délaissé le champ de la prévention. Et la prévention, c'est l'intersectorialité, on l'a dit. Hein, c'est le fait de discuter entre tous les acteurs, non seulement les acteurs de soins, mais aussi les acteurs économiques. Parce qu'on peut parler de la prévention, et bon, mais le Tarn est un département agricole. Hein, il y a beaucoup de gens malades à cause de l'agriculture, il y a beaucoup de gens malades à cause de l'industrie. Il y a beaucoup de gens malades parce qu'ils ne sont pas éduqués. Donc tous ces déterminants sociaux sont extrêmement importants à prendre en charge. Et c'est pour ça que dans les CPTS, il y a des programmes de soins, il y a des programmes de parcours pour gérer des maladies comme le diabète. Mais le diabète, c'est le type même de la maladie environnementale. C'est-à-dire, si on agit en amont sur le diabète, si on agit sur l'éducation, si on agit sur la prévention, si on agit, vous l'avez dit, M. Angard, sur l'exercice physique, on va diminuer le nombre de diabétiques et non le coût du diabète dans la société. Donc on va avoir des meilleurs résultats en investissant ailleurs que sur les soins. Alors ça paraît curieux pour un soignant de dire ça, mais je suis aujourd'hui convaincu qu'il faut investir ailleurs que sur les soins. Il faut investir dans d'autres secteurs que le soin pour arriver à un meilleur soin. Juste avant de vous donner la parole, Gilbert Angard, M. Villeneuve, tout à l'heure, Dr Clem, je voudrais vous faire réagir, disait que le problème, c'est aussi la difficulté de la reconnaissance des métiers. La reconnaissance des métiers, elle est liée à une mauvaise organisation des soins. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, les soignants sont tous fatigués. Bon, c'est une méthode de le dire. Hein. Les hospitaliers sont épuisés, les libéraux sont épuisés, le système de soins est épuisé, il est exsangue. Il est exsangue parce qu'il y a une demande de soins qui est absolument énorme. Et je pense qu'en organisant les soins, et ça c'est le rôle des territoires justement, avec des élus, donc des CPTS, des MSP, etc., d'une part, et par ailleurs, et ça c'est à plus long terme, en organisant la prise en charge des populations, en accent plus des soins sur la prévention, on va diminuer la charge de soins et de cette façon arriver à restaurer l'attractivité. Et puis le travail en équipe qu'on porte dans les CPTS, dans les MSP, c'est quand même quelque chose qui parle aux jeunes générations. Aujourd'hui, on a envie de travailler en équipe parce qu'on a envie d'échanger, on a envie de se parler, on a envie de construire ensemble. Et moi, j'étais étonné, tout à l'heure, vous disiez, vous citiez de M. Angard, le conseil municipal, où finalement les gens ne connaissaient pas trop leur boulot, etc. Je peux vous dire que dans les CPTS, c'est pareil. Quand on crée une CPTS, on s'aperçoit qu'un tel fait telle pratique, on n'était pas du tout au courant, qu'un tel est capable de prendre en charge telle pathologie, on ne le savait pas. Et quand on met tout ça ensemble, on arrive à ce que disait M. Malone, à pédaler tous ensemble sur le même vélo, et donc à aller beaucoup plus vite dans la prise en charge des soins. Donc je suis convaincu que la structuration du territoire par l'offre de soins libérale, et notamment celle de proximité, va permettre une amélioration de la qualité, et donc une diminution de la charge mentale des soignants, et une amélioration de l'attractivité. Gilbert Angard, vous me disiez en préambule, la santé c'est l'affaire de tous, il faut des logiques de cohérence et de complémentarité des acteurs et le rôle des élus c'est vraiment de promouvoir tout cela. Oui. Et alors ce que je voulais dire, dans l'exercice de mon mandat, il y a une chose que j'ai découverte, c'est l'acceptabilité des mesures de santé publique. On a eu des débats épiques sur la vaccination, hein, vous vous en doutez bien. En plus, j'étais directeur d'hôpital, donc je sais ce que c'est, les soignants qui ne se font pas vacciner, etc., etc. Dans les mesures à mettre en place, et c'est là que vous avez un rôle en tant qu'acteur de terrain, à mon avis, il y a deux choses. Il y a d'abord, est-ce que ces mesures elles sont vraiment adaptées? On a dit, pour vous faire vacciner, il faut aller sur Doctolib. OK. Mais les gens qui ne savent pas faire marcher Doctolib, et il y en avait un paquet, je peux vous le dire, hein, eh ben ça posait des problèmes. Et c'est tout le problème aujourd'hui qu'on est en train de travailler, et Hervé Pingot le connaît bien, c'est le problème de l'e-santé. L'e-santé qui va amener
beaucoup de choses nouvelles. Si les gens ne sont pas formés un minimum, n'ont pas cette agilité intellectuelle, que les jeunes ont plus que moi en tout cas, on n'y arrivera pas. Et nous avons dû, sur Albi, par exemple à Cantepeau, mettre des médiateurs numériques au niveau de la maison France Service pour aider les patients ou les gens qui voulaient s'inscrire sur Doctolib. Ça, c'est la première chose. Et après, il y a tous ces fake news, là, toutes ces énormités qu'on sort à droite et à gauche. Comment avoir confiance ? Parce que moi, je peux dire une chose, mais à côté, vous allez sur YouTube ou je ne sais pas où, on va vous dire l'inverse. Vous savez, les vaccins qui ont des puces, qui sont connectés avec la CIA. La 5G, on a la 5G. Voilà. Eh bien, aujourd'hui, il faut la confiance. Et finalement, comment amener la confiance ? Et personnellement, ce que j'ai trouvé de mieux, c'est les ambassadeurs. Ce que parlait M. Malone. On a réfléchi, puisque à Albi, on est membre aussi de l'Association des villes universitaires de France, puisqu'on a une université ici. Et en fait, vous savez que pendant la crise, il y a eu des étudiants qui ont été en grande difficulté. Eh bien, l'idée, c'était qu'on ait des étudiants ambassadeurs auprès des autres étudiants. Dans les quartiers prioritaires de la ville, c'est aussi le rôle des ambassadeurs. Faire accepter des mesures de santé publique, c'est compliqué. Je pense qu'on n'a pas eu suffisamment de réflexion là-dessus. C'est une grande critique qu'on porte à Santé publique France. Alors ils te font des super trucs qui doivent coûter un argent fou, à la télé, etc. Mais est-ce que vraiment c'est des choses qui parlent aux gens ? Et les gens, et pour savoir si ça parle aux gens, il faut être sur le terrain. Et c'est ça le rôle. Alors les élus, vous savez, dans les réunions publiques, on en prend plein la figure. Ne croyez pas que c'est tout rose, le métier d'élu. Enfin, le truc d'élu. Donc, sur le terrain, on se rend compte que finalement, les gros trucs, les gros machins, c'est super bien sur le papier, mais sur le terrain, ça ne marche pas. Et ça, c'est un rôle, et je pense que vous qui êtes des acteurs de terrain, c'est ce genre de choses qu'il faut faire remonter. Parce que souvent, on prend des décisions, mais finalement, elles ne sont pas applicables sur le terrain. Voilà. Merci Gilbert Enguard. On va vous donner la parole dans quelques instants. L'idée, c'est d'interagir avec vous. Sylvie, Alric Métayer, je vous ai vu gratter. Vous avez pris plein de notes. Je voudrais vous faire réagir aux propos que vous avez entendus depuis le début de cette table ronde. Merci, effectivement. L'idée étant peut-être d'avoir une petite synthèse sur pas le chemin qui nous reste à parcourir, mais à minima quelques éléments pour le parcourir. Ce qui est intéressant, c'est cette notion d'anticipation. Aujourd'hui, vous l'évoquez, Dr Calme, le soin, finalement, c'est la réponse à l'aigu. Et comment, effectivement, on va travailler l'anticipation de cet épisode aigu. Ce que j'en retiens, c'est que vraiment, on est sur un écosystème. Enfin, je tiens à ce terme-là. On l'avait posé aussi dans le comité préparatoire à ces universités, et ça nous semblait important, parce qu'on est en interaction, finalement, perpétuelle, qu'on soit promoteur ou contributeur, et réciproquement. Et je crois que la base peut-être de cette approche intersectorielle, c'est de se dire qu'on est un écosystème qui interagit et qui a une responsabilité partagée. Et ça, c'est important aussi de se le dire. Cette responsabilité, elle ne repose pas sur un individu, sur une organisation, mais elle repose bien sur l'ensemble collectif de ces acteurs qui participent à. Une fois qu'on a dit ça, enfin, encore une fois, c'est simple, la méthode Maya, enfin, voilà, il y avait cette notion de co-responsabilité. D'autres acteurs, enfin, voilà, quand on est établissement de santé, on se dit qu'on a une responsabilité. Antoine évoque cette responsabilité populationnelle, mais le fait, enfin, ça peut être considéré comme une chape complémentaire à faire. Donc non, on partage et les actions, et on partage aussi les responsabilités pour répondre à ce qui a été évoqué, c'est-à-dire une échelle un peu moins macro de ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire on répond aux besoins de la population, ce qui permet de modéliser et pas de dupliquer. Enfin, c'est ça aussi, c'est-à-dire que comme on va répondre à un besoin populationnel identifié sur un territoire de proximité, ça a été aussi dit, on va avoir une réponse qui va être un peu différente de celle du voisin, mais néanmoins on aura peut-être des outils pour modéliser cette réponse. Et c'est ça qui est intéressant de savoir, de se dire, voilà, ce que je fais ici, ce sera peut-être fait différemment à côté, mais néanmoins ça contribuera de la même manière.
Et on est bien avec ces outils-là sur des pratiques communautaires pour améliorer la qualité de vie. Je retiens également certains éléments favorisants. Alors, M. Angar le disait, enfin, vous disiez les élus, ils sont promoteurs. Oui, mais à mon sens, ils sont aussi contributeurs. C'est-à-dire que quand effectivement on aura bien autour de la table l'ensemble de ces acteurs, si je prends par exemple les situations de Diogène que beaucoup d'entre nous connaissent, on a besoin de mettre autour de la table les collectivités locales parce qu'effectivement c'est une problématique de commune. On a besoin de mettre autour de la table les acteurs du champ psychiatrique parce que ça relève aussi ça. J'y mets les soins primaires effectivement parce que c'est souvent la proximité qui révèle, mais le champ social parce qu'il va y avoir des réponses à donner. Donc on est vraiment sur une dimension transversale de l'accompagnement. Donc oui, l'élu promoteur, mais également contributeur. On le voit aussi sur les politiques d'accessibilité qui sont mises en place, les commissions où finalement les acteurs du soin de la santé contribuent aujourd'hui, et c'est une vraie plus-value, une vraie reconnaissance des acteurs. Néanmoins, il y a une nécessaire temporalité, enfin il n'y a pas le choix, la crise a été révélatrice de ça, c'est-à-dire que sur les territoires matures, où on se connaît, où on se reconnaît, les solutions, elles ont été trouvées aussi très facilement, que ce soit avec le volet institutionnel, on évoquait ce matin les directions territoriales des ARS, les conseils départementaux, donc on a mis autour de la table sur les territoires matures les CPTS, les DAC pour ceux qui existaient, enfin le volet social, pour aller répondre à une crise, et souvent effectivement c'est la crise qui révèle les manières de faire. Donc on a aussi besoin d'avoir dans cette intersectorialité l'accompagnement des politiques publiques, les acteurs institutionnels, qui est aussi des discours convergents. Si on a des politiques publiques divergentes, on n'arrivera pas en tant qu'opérationnel à créer cette intersectorialité. Ça semble évident, mais c'est mieux en le disant. Il a été évoqué il y a 2 jours le service territorial, enfin le STAP, le service territorial d'autonomie, enfin voilà, c'est censé travailler ça. C'est pas un dispositif complémentaire, c'est bien un écosystème qu'on met en valeur pour progresser et pour accompagner effectivement ces politiques et leur engagement. Donc le soutien institutionnel aussi, pas seulement dans la politique publique évoquée, mais aussi avec le financier, c'est-à-dire qu'on évoquait du temps de coordination des organisations, des soins primaires. Il y a des reconnaissances aujourd'hui sur les CPTS, sur des ACI, mais enfin, voilà, on valorise aussi ce temps de coordination et on le rend lisible parce que c'est nécessaire, quel que soit finalement l'acteur engagé. Quand on a des IPA dans les établissements, c'est du temps de coordination qui est aussi valorisé pour favoriser l'intersectorialité des parcours. Et enfin, ce que je voulais évoquer, notamment aussi dans le financement, c'est de permettre, et on le voit bien, cette agilité du territoire. Si on écoute par le bas ce qui se fait, on peut être aussi efficient parce que c'est quelque chose qui est légitime sur le territoire. Et avoir, alors ou dans le financement ou dans la reconnaissance des politiques publiques, cette reconnaissance de l'agilité des territoires, c'est aussi un bon levier pour faire. Et ce que je voudrais rajouter, qui a été évoqué à demi-mot, c'est que pour favoriser aussi l'intersectorialité, il y a un levier, c'est la formation. Aujourd'hui, on se rend compte, au-delà de l'attractivité des métiers, parce qu'avec la crise de l'attractivité des métiers, on a mis un acteur autour de la table qu'on avait moins, c'est Pôle emploi, par exemple. Pôle emploi, et c'est aussi la région. Et quelquefois, c'était le degré qu'on n'avait pas sur la proximité. Néanmoins, le levier, c'est de se dire aujourd'hui, dans ces métiers de l'accompagnement, quid finalement de ce secteur social, médico-social, sanitaire, alors qu'on accompagne. C'est-à-dire qu'on va accompagner sur les mêmes dimensions de la globalité. Donc ayant peut-être aussi un point de levier sur les nouveaux métiers de la coordination en se disant on décloisonne. Parce qu'à mon sens, le silotage, il est joué aussi à ce niveau-là. Justement, vous êtes aussi directrice de DAC, les DAC 56. À ce titre, quelle est, selon votre point de vue, la place du DAC dans cette intersectorialité ? Il est en interstice, c'est-à-dire que selon les territoires, il va prendre un rôle qui va répondre à son territoire. Enfin, le DAC, il a été identifié notamment par la crise comme un facilitateur. Je crois que je ne vais pas aller sur la dimension coordination clinique, c'est-à-dire accompagnement des cas complexes, puisque c'est sa vocation aussi dans son approche d'appui, on va dire, aux pratiques professionnelles, mais sur le volet territorial, c'est-à-dire cette dimension de contribution à la coordination territoriale, c'est de se dire il a un regard macro, quelquefois c'est un territoire DAC qui couvre plusieurs territoires CPTS, plusieurs territoires d'équipes de soins primaires, qui va interagir avec plusieurs communes. Et donc le DAC, dans l'intersectorialité, il emmène ce regard transversal, parce qu'il repère les ruptures de parcours, il repère les lieux, les problématiques, alors que ce soit une offre par exemple en soins d'hygiène défaillante, mais qui n'est pas de fait d'un acteur particulier, qui
émane juste d'un besoin, qui évoque effectivement une rupture dans, enfin je cite ce qu'on vit, hein, c'est-à-dire des accompagnements de personnes invisibles. J'entends les aidants, voilà, l'aidant qui est hospitalisé, qui a aidé toute sa vie une personne en situation de handicap, qui était hors radar, enfin comment on fait. Donc effectivement, le DAC, il va révéler ces ruptures de parcours, et comme je l'ai évoqué hier en remarque, c'est non seulement on les identifie, on va les travailler avec les acteurs locaux, et on va aussi travailler la manière de les anticiper et de les réduire. Donc effectivement, le DAC, c'est plutôt de la facilitation, de l'interstice, mais en lien avec son territoire aussi. C'est-à-dire que le DAC 56, enfin du moins APS sur le volet du Morbihan sur lequel je suis, interagira pas sur les dimensions de son voisin, parce qu'il sera en lien avec son territoire. Merci beaucoup. Alors je voudrais qu'on fasse circuler le micro dans la salle. Pour vous donner la parole, on a déjà une main qui se lève au 3e rang, s'il vous plaît, monsieur avec la chemise bleue à carreaux. Si on peut apporter le micro juste en face au monsieur qui lève la main, voilà. Merci. Je voulais faire une remarque et relancer un peu une discussion. J'étais un tout petit peu surpris, à part monsieur Malone qui l'a évoqué, qu'on laisse aussi peu la question autour de deux problématiques qui changent cette réflexion d'intersectorialité qui est nécessaire et je dirais a une obligation. On le voit plus, c'est la question de la part des patients et la question que cette personne est atteinte d'une maladie chronique dans la majorité des cas. Et je crois que la question aujourd'hui, c'est que nous découvrons tous, les acteurs de santé, que nous sommes plus sollicités pour des malades aigus, où on l'est toujours, mais là on a un système qu'on voit déficient sur un problème de présence de personnel, mais qui est super organisé en France. Et d'ailleurs, on a mis, même le ministre est devenu, de l'urgence, est devenu le ministre de la Santé en France. Donc la pathologie aiguë, on sait faire. Par contre, la pathologie chronique, on ne sait pas faire. Et dans mon argumentation aujourd'hui, on le connaît en termes de santé publique, ces pathologies chroniques sont liées à des systèmes qui sont de l'ordre de l'écologie du système. Quand on fait le tour de l'alimentation, quand on fait le tour de l'air, quand on fait le tour des stress et des pathologies stress au travail. Et c'est vrai que ça ramène à ces décisions-là, les décisions de ramener à des structures locales, régionales, qui peuvent fonctionner de façon importante sur ces problématiques-là. Et je crois que si on veut que les patients reprennent confiance, parce qu'on peut aussi fustiger la question des fake news des patients, il faut voir aussi aujourd'hui les jeunes patients, les futurs malades de demain, la question de la réflexion par rapport à l'écologie. On ne fera pas de reprise de confiance des gens sans aujourd'hui avoir une certaine cohérence, qu'on est capable dans la prévention de gérer aussi les problèmes de l'environnement qui sont générateurs de pathologies. Et je crois que ce n'est pas uniquement en mobilisant des acteurs et en ayant des acteurs qui soient cohérents sur le terrain. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un vrai travail populationnel, et je crois que M. Calmès en a parlé, éducatif des personnes, mais au sens, je dirais, presque de l'éducation scolaire, hein, de l'éducation en santé dès la plus petite enfance. Il faut prendre des modèles, par exemple, qui ont fonctionné, comme le modèle norvégien, hein, qui est un modèle des pays du Nord ou suédois, qui ont mis en place des systèmes aujourd'hui qui, en termes d'indicateurs de santé publique, sont nettement plus performants que les nôtres, et où ce travail avec les patients a été fait ça. Il y a aussi la réflexion qu'ont menée les Canadiens autour du modèle de Montréal, qui est un des modèles où le patient devient partenaire et éducatif et acteur dans le système de santé. Je crois qu'on ne peut pas réfléchir à l'intersectorialité sans parler aujourd'hui des populations. Merci pour cette remarque. On va faire réagir évidemment Antoine Malone, Sylvie Alric et puis le docteur Calme. Pour ramener, en fait, c'est le point central que vous soulevez. Et ça a été dit d'ailleurs, l'enjeu aujourd'hui central de notre système, il y a l'actualité, hein, il y a l'enjeu central, ce sont les pathologies chroniques et le vieillissement. Oui. C'est ce qui définit notre système de santé aujourd'hui. Et donc, l'enjeu, c'est pas, comment on va faire les mêmes choses de la même façon qu'avant, en rajoutant plus de, parce qu'en fait, le besoin, il n'est pas là. Et ce qu'on voit pour lier cette réalité-là avec l'actualité,
Ça, c'est des chiffres. Donc, nous, on a beaucoup travaillé forcément sur les données de population pour notre modèle. Allez, si on prend là, on va être un peu bête et méchant, la population atteinte de diabète. 60% des personnes atteintes de diabète ont eu au moins une hospitalisation dans l'année. Et ça fait plus de 2 millions de séjours à l'hôpital. 2,1 millions de séjours. 30% de ces séjours-là sont arrivés directement par les urgences. 12 000 personnes ont été amputées. Donc, la crise des urgences, c'est-à-dire où on dit qu'il faut plus d'urgentistes, il faut le cas, c'est pas ça. La crise des urgences, c'est le changement fondamental des besoins de santé. Les personnes qui ont une pathologie chronique ou qui sont âgées consomment plus, et c'est un mode de fonctionnement qui est complètement différent que ce qu'on est tous habitués à faire, c'est-à-dire d'attendre soit en cabinet ou à l'hôpital que le patient se présente, le réparer et on ressort. Ça change complètement la dynamique. Et l'autre point, et ça ramène aussi à ce que vous disiez, sur le rôle des patients. Bon, c'est un cliché de dire ça, mais les meilleurs experts de leur pathologie ou de leur état de santé, c'est les patients. OK. La façon de faire, c'est de concevoir ensemble, on l'a dit, toutes les personnes qui touchent à une population doivent concevoir ensemble, nous, ce qu'on appelle un programme d'action ou, bon. Quand on dit toutes les personnes, c'est les patients aussi et les citoyens aussi. C'est-à-dire que dans ces réunions où on va asseoir les gens ensemble, ce n'est pas une réunion de diabétologues et de médecins puis de directeurs, c'est tous. Et ils doivent intervenir au même titre que et ça conduit, nous, ce qu'on a vu dans la rédaction, donc aujourd'hui, nos 5 territoires, ils ont ces programmes, ça conduit à des changements très important dans comment le programme était conçu, quel type d'action on allait mener, comment on présentait les choses. Il y avait des questions, par exemple, en disant, mais on sait qu'énormément de personnes, en fait, ne se déclarent pas en ALD. Et donc, le réflexe, c'est de dire, mais voyons, ils sont crétins, les gens, pourquoi ils ne s'inscrivent pas, ils seraient entièrement pris en charge, ils sont complètement idiots. Et là, les patients, ils disaient, ils disent, moi, écoutez, je suis chauffeur routier. Si ça se sait que je suis en ALD, je pourrais peut-être perdre mon travail. Et donc, effectivement, une personne qui a du diabète, entre perdre son travail et peut-être se faire rembourser un peu d'insuline, le choix est vite fait. Et ça, c'est des choses qu'on n'aurait jamais su. Et donc, on aurait mis complètement la cible à côté. Avoir un diabétologue qui engueule un patient en disant « Mais vous êtes complètement crétin, il faut vous inscrire à l'ALD, qu'est-ce que vous faites, vous n'êtes pas observant », il aurait beau l'engueuler, ça ne va pas changer sa réalité. Et l'autre chose, c'est effectivement, les patients doivent être des partenaires opérationnels de la démarche. C'est-à-dire que les actions de prévention qui sont menées, elles sont menées avec les associations de patients. Et idéalement, là, c'est là où il faudrait pousser le système encore plus loin. Ce qui serait vraiment bien, c'est carrément avec des citoyens. Donc là, ça a commencé les citoyens ambassadeurs. Mais pour avoir des bonnes actions, encore une fois, ça doit être fait avec eux. Donc ça, cette double transformation, c'est vraiment l'enjeu central aujourd'hui. Et si on ne change pas, il n'y a pas d'avenir. Ouais. C'est terminé. Sylvie, Alric, Métayer. Oui, je voulais compléter, merci Antoine. Enfin, ce que vous évoquez effectivement sur la maladie chronique, on voit bien déjà l'exemple du plan cancer qui a été accompagné, qui a été structuré, qui répond un petit peu quand même à ses besoins. Sur la place de la personne dans l'écosystème qu'on a présenté au tout début, forcément, on a la personne, l'ami bienveillant, comme ça a été évoqué, le bénéficiaire, effectivement, puisqu'à un moment donné, il est bénéficiaire de ce service-là. Mais moi, je rejoins ce qu'Antoine vient de dire sur la notion de citoyen-acteur. À un moment donné, si on parle de responsabilité collective, il y a un engagement. Et je crois que notre discours de professionnel en santé, c'est de dire aussi, on n'est pas exclusivement bénéficiaire de ce système de santé, on le crée également. Donc, il y a des démarches de démocratie sanitaire qui ont été engagées, qui sont peu ou prou efficaces sur les territoires. Enfin, c'est pas le débat aujourd'hui, mais elles existent. Donc, à nous d'identifier en tant qu'acteurs les personnes qui vont pouvoir nous aider à être dans cette dimension-là. Enfin, je suis en Bretagne, à l'EHESP, il y a une formation sur le partenariat établissement de santé, patient expert. Donc, c'est des choses qui sont en train de se structurer. On ne l'oublie pas, elle fait partie, à mon sens, de l'écosystème parce qu'effectivement, finalement, on est tous, à un moment donné, enfin, c'est un peu bateau ce que je vais dire, mais bénéficiaires de ce sujet-là. Donc, la place, elle y est. À nous, en tant qu'acteur, effectivement, d'identifier au bon moment la bonne personne pour aussi contribuer à ces travaux-là, parce qu'on ne pourra pas les avoir partout aussi non plus, que ce soit des patients experts, patients partenaires, ou tout simplement, effectivement, usagers de nos systèmes. Mais
à mon sens, enfin, voilà, c'était de fait intégrer la personne, forcément fait partie de cet écosystème-là de l'intersectorialité. Docteur Kahn, une réaction? Oui, très rapidement, vous avez souligné les problèmes liés au parcours, finalement. C'est vraiment une problématique de CPTS, c'est-à-dire comment on construit des parcours efficients pour éviter ce qu'a dit M. Malone, c'est-à-dire 30% de diabétiques, je n'avais pas ces chiffres, mais c'est énorme, qui arrivent aux urgences directement, alors que s'ils avaient été pris en charge d'une CPTS avec un parcours identifié, ils auraient été directement hospitalisés, voire pas hospitalisés parce que mieux gérés. Donc économie. Donc les parcours se construisent dans les territoires. Le deuxième point qui est un petit peu plus méta, je dirais, celui de la prévention. Effectivement, la prévention, c'est essentiel, sauf que les résultats de ce qu'on va mettre en place et commencer à mettre en place ne se verront pas tout de suite. On va mettre 20, 30 ans à voir arriver ces résultats. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Les forêts, elles poussent progressivement une fois qu'on a planté les graines. Donc on a les graines de la prévention plantées dans le territoire sanitaire, c'est absolument essentiel. Et enfin, sur les parcours, il y a quelque chose qui est important, c'est la construction avec les patients. Et vous avez eu raison d'en parler, on ne peut pas soigner sans les patients. Je veux dire, le principe du soin, c'est qu'il y a un échange avec le patient. Mais on est resté à l'image de ce qu'on appelle le colloque singulier, c'est-à-dire le soignant avec le patient. Il faut sortir de là, il faut passer à la construction du système de soins avec les patients. Je crois que c'est important de sortir d'une vision monothématique de la relation médecin-malade, mais de passer à une relation territoire-patient, territoire de soins patient, qui est importante pour construire l'avenir des territoires. Merci. On donne la parole à Gilles Berenguer et puis Gérard Mick, et puis ce sera la fin. Alors, moi, ce que je voulais dire, pour vous répondre, monsieur, l'information de la population, c'est vraiment un de nos soucis à la ville d'Albi, parce qu'on s'est rendu compte que, finalement, il y avait une demande d'information sur les maladies chroniques. Alors, nous avons mis en place des conférences mensuelles. Donc, chaque mois, il y a une conférence qui est faite sur la maladie d'Alzheimer, la fibromyalgie, etc., etc. Au départ, il y avait peu de monde. Là, maintenant, on commence à voir ça à le plein. Je pense que c'est important, et c'est relayé par le service com de la ville d'Albi, sur Internet, sur Albimag. Je crois que c'est important de donner de l'information. Et moi, je me rends compte qu'il y a des gens qui ne sont pas vraiment très au courant des choses, qui ont entendu parler, mais donner une bonne information. Et on est en train de réfléchir, alors là, le maire n'est pas tout à fait d'accord, mais moi, je voudrais subordonner une subvention aux associations à condition qu'elles fassent une réunion publique. Mais bon, on en discute. Mais en tout cas, il est important de donner une information. Et après, il y a la visibilité des actions de santé-prévention. La ville de Narbonne, par exemple, a ouvert un espace santé-prévention qui est au boulevard Féroul à Narbonne, où les gens peuvent rentrer, il y a de la documentation, il y a des salles, ils peuvent rencontrer des associations, etc., faire connaître. Et dans le domaine des maladies chroniques, il y a beaucoup de demandes d'information. Je peux vous dire qu'au niveau de la santé mentale, par exemple, nous organisons chaque année les SISM, les semaines d'information santé mentale, pour permettre de donner de l'information, parce qu'il se dit énormément de bêtises sur la santé mentale. Et donc l'information, c'est vraiment un souci majeur, en tout cas des villes comme nous, qui sommes engagées sur la santé publique. Et je le dis souvent, mais le rôle des médias est important, essentiel aussi. Gérard Mick, je vous donne la parole. Allumez le micro. Concernant l'intersectorialité, on revient finalement à une discussion. C'est intéressant de voir un levier pour la coordination des parcours. On se souvient hier de la table ronde sur l'écosystème. C'est une clé pour la transformation de l'écosystème, me semble-t-il. Alors, en fait, c'est intéressant de voir le télescopage des politiques publiques à ce niveau. Pourquoi ? D'abord, on parle de décloisonnement. C'est écrit dans la loi, c'est écrit dans la loi HPST, le décloisonnement. Le décloisonnement entre quel type de structure ou d'organisation, avec des prérogatives très différentes, des modes de financement différents, des modes opératoires différents, des conceptions différentes de ce qu'est la santé. Même si aujourd'hui, vous parlez tous le même langage, ça reste dans les institutions des organisations pour décliner la santé qui ont des modes opératoires totalement différents. Ça, c'est le premier point. Et c'est en complète contradiction avec ce qui se passe sur le terrain, parce que l'intersectorialité, c'est d'abord le terrain. C'est-à-dire, c'est par exemple un référent de parcours de DAC qui, à l'occasion de réunions de concertation pluriprofessionnelle, met en compagnonnage des gens qui ne se sont pas parlé auparavant. C'est d'abord par là que ça passe. Et les changements ensuite, au crantage plus haut, à un niveau plus haut, prendront vraiment du sens.
On revient à ce que tu disais, Antoine, à un moment donné, il faut revenir sur le terrain, et donc sur la population. Ça, c'est le premier point. Et en même temps, effectivement, quand on demande, et ça c'est extrêmement important, aux gens de se tourner vers l'autre, on ne peut pas augmenter le nombre de structures qui vont faire ça ou qui sont dédiées à le faire en cloisonnant à nouveau, pas pathologie par pathologie, public cible par public cible. C'est-à-dire qu'en gros, soit on travaille sur les organisations, soit on travaille sur les types de populations. Et donc ça revient à dire que fondamentalement, oui, c'est territorial. Ce que vous disiez, M. Calme, est clair. L'organisation, elle est spécifique et territoriale. Par contre, il y a systématiquement un télescopage entre ce que vivent les gens sur le terrain, ce qu'on leur demande d'en haut à faire sur le terrain, et ce que permet le haut au terrain de faire. Et ça, c'est un vrai problème aujourd'hui auquel sont confrontés les DAC. Et donc, je dirais juste ce point clé, qui pour moi est un point stratégique, comment on va faire dans le futur pour pouvoir véritablement poser l'intersectorialité s'il n'y a pas une capacité de traiter les financements, d'accord, de traiter la réglementation d'une façon très transversale. Déjà, la problématique entre les médecins libéraux et l'hôpital, elle est claire, elle n'est pas encore résolue, même si c'est meilleur. Et je pense qu'effectivement, les CPTS seront un levier pour ça. Mais l'intersectorialité, je me permets de le dire au sein des CPTS, ça aussi c'est un autre sujet. Donc voilà, télescopage entre ce qui se fait en termes de politique publique et ce qui devrait se faire sur le terrain, et ce qui se fait vraiment, mais qui ne rebondit pas forcément comme étant un levier fort, le compagnonnage. Merci Gérard Mick, je me tourne vers la salle, je scanne pour voir s'il y a d'autres... Oui, premier rang. Vous avez le micro, allez-y. Merci. D'abord, pour rebondir sur le terme d'universalisme, je trouve que tu as totalement raison, Gilbert, de l'employer. Et au-delà de notre Constitution, hein, la santé, c'est dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je vous invite à la relire. Il y a 3 articles qui sont fondamentaux, le 3, le 22, le 25. Allez les regarder. La deuxième remarque, elle est sur le caractère systémique. Hein. Nous sommes en train de travailler sur la vision de notre école d'ingénieurs en e-santé pour 2035. Et la piste qui nous semble la plus vertueuse, c'est de travailler sur la notion de bien-être. Et on sait que ça emmène nos ingénieurs non plus dans le domaine de la santé, mais à penser à des services numériques qui sont des services transversaux, qui touchent plusieurs domaines et qui vont se centrer sur l'usager et sur les conditions de son bien-être, que ce soit dans son éducation, dans sa sûreté, etc., etc. Et donc, je ne suis pas sûr qu'on va le faire, mais on a ouvert le chantier. Et il me semble extraordinaire, et ça rejoint totalement ce que vous dites. La troisième remarque, elle est un petit peu plus négative. Elle est liée au champ de recherche sur lequel on œuvre, hein, et on travaille naturellement dans la sphère d'un écosystème. Hein. On s'est aperçu quand même que quand on descend au niveau de la maille de l'humain, sur la coordination d'un parcours, hein, il y a un point important quand on est en intersectorialité, c'est qu'il est difficile d'obtenir des optimums en termes de satisfaction des parties prenantes. Il peut y avoir des tensions entre ce que souhaite le patient, ce que souhaite tel praticien. Il peut y avoir des tensions entre ce que souhaitent certains praticiens entre eux. Et on l'a appliqué sur l'organisation de tournées d'intervention à domicile. On en parlait avec Sylvie hier. Et on s'est aperçu qu'il y a un vrai enjeu derrière ça. Il y a un vrai enjeu. Et si on ne donne pas aujourd'hui, dans le climat social où est le système de santé, une importance à ces critères de satisfaction des parties prenantes, on va se prendre les pieds dans le tapis. Merci Hervé Pingot d'avoir ouvert nos chakras avec cette dernière remarque. Je regarde, je scanne la salle, j'ai pas l'impression qu'il y ait plus de questions. Je voudrais qu'on remercie, qu'on félicite chaleureusement les intervenants de cette première table.